Bonjour les élèves et bienvenue à ce premier vidéo de révision de fin d'année qui porte sur le module Terre et espace. Ce vidéo-là va vous être utile pour la révision de fin d'année, mais aussi pour l'examen que vous avez lundi et mardi prochain, soit le 13 et 14 juin. Je vais vous demander de prendre vos feuilles bleues. Je vais suivre les feuilles bleues pour la révision. Je vous encourage aussi à aller voir les numéros spécifiques dans la révision de fin d'année de votre cahier concernant Terre et espace. Ce sont des numéros qui peuvent beaucoup inspirer une enseignante. Donc, vous devriez aller regarder ça aussi. Alors, premièrement, dans la première section, on parlait de la structure de la Terre. Je veux juste avant revenir sur la lithosphère. Okay? La lithosphère, on a vu que la lithosphère était l'enveloppe rigide de la Terre et il faut penser que ça comporte et la croûte terrestre et la première partie du manteau. Donc, si on revoit les structures de la Terre, on se rappelle qu'on peut comparer la... Je vais avancer mon tabouret. On peut comparer la Terre à une pêche, c'est-à-dire que la peau, c'est la croûte terrestre. La chair telle quelle de la pêche qui représente le manteau et le noyau qui contient l'amande représente le noyau. Donc, la croûte terrestre, c'est une partie qui n'a pas la même épaisseur partout. Elle est épaisse du côté des continents et plus mince du côté des océans, de façon à ce que l'eau va submerger la croûte, alors qu'au niveau des continents, les continents dépassent l'eau parce qu'elle est plus épaisse. Ensuite, on a en dessous le manteau. La première partie du manteau est rigide, donc c'est cette partie-là avec la croûte terrestre qui forme la lithosphère. Et ensuite, le manteau, c'est le magma qu'on retrouve là. Et je vous rappelle que le magma fait des mouvements de convection. Il y a des cellules de convection dans différents sens, parfois comme ça, parfois comme ça. Et que les plaques lithosphériques, les plaques tectoniques, sont un peu en train de surfer sur ce magma-là. Et c'est ce qui explique que nos plaques bougent et qu'elles se rapprochent quand elles sont sur un mouvement comme ça ou s'éloignent l'une des autres. Okay? Finalement, au centre, on a le noyau. Le noyau qui est fait de deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est liquide, le noyau interne est solide. C'est la partie la plus dense et la plus chaude qu'on retrouve sur la Terre. Donc ça, c'est pour la première section. Il n'y a pas de grande difficulté. On passe ensuite au relief. Donc le relief, c'est vraiment l'ensemble des irrégularités qu'on a sur la Terre. Le relief de la Terre, il n'est pas plat, il y a plein d'irrégularités. Donc dans cette section-là, vous avez vu des termes comme montagne, vallée, plateau, plaine et colline. Alors c'est bon de vous familiariser avec les définitions. On peut vous demander une définition. Donc, pour montagne, on se rappelle que ça doit être élevé avec une pente abrupte. Une vallée, c'est entre deux montagnes, ça a été forgé par le ruissellement de l'eau. Et au fond, habituellement, on a une rivière. Les plateaux, c'est un endroit plat, mais qui doit être surélevé d'au moins 300 mètres. Les plaines, c'est plat, ce sont des anciennes mers, c'est excellent pour l'agriculture. Et finalement, les collines, on se rappelle, c'est des petites montagnes peu élevées et plus isolées les unes des autres, qui ne forment pas nécessairement des chaînes de montagnes. Si vous allez maintenant à la page 2, vous avez la répartition des trois principaux régions physiographiques qu'on a, soit bouclier canadien, les Appalaches et les basses-terres du Saint-Laurent. Et je vous rappelle la formation des montérégiennes comparativement aux rocheuses. Donc, on se rappelle que les rocheuses, elles ont été formées par une rencontre de deux plaques tectoniques qui se sont rencontrées. Donc, collision, immense montagne très élevée. Par contre, les collines montérégiennes, c'est plutôt un point chaud qui s'est formé. Donc, la plaque a passé par-dessus un point chaud,
mais elle est épaisse. Le point chaud n'a pas réussi à traverser complètement, donc c'est pas devenu un volcan, mais ça s'est refroidi, ça a formé une roche très très dure qui était entourée de roches plus molles, plus tendres. Au fil des années, il y a eu de l'érosion, les roches tendres sont parties et hop, nos petites collines sont restées. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné, là, soit avec un sundae, soit avec une roche dans un carré de sable avec un ventilateur. Maintenant, on passe maintenant à l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Elle est faite de différentes couches. Rappelez-vous notre truc qu'on a vu. Donc, ta mer souffre trop de terre. Alors, on part de l'extérieur. Ta pour thermosphère, mer pour mésosphère, ta mer souffle pour stratosphère et trop pour troposphère. Et finalement, on a la Terre au centre. Donc, chacune de ces couches-là a des caractéristiques. Si on part de la Terre, nous, on circule dans la troposphère. C'est là qu'on a la majorité de l'air. 80% de l'air est là. C'est là qu'il y a les phénomènes atmosphériques. C'est là qu'il y a la majorité de l'eau aussi. Et parce qu'il y a la majorité d'air et d'eau, ben c'est ça qui va faire qu'on a des tempêtes de neige, des ouragans, tous les phénomènes météorologiques ont lieu là. Ensuite, si on va à la deuxième, la stratosphère, ce qui est le plus important là-dedans, c'est là qu'on retrouve la couche d'ozone. La couche d'ozone qui va venir bloquer une très, très grande partie des rayons ultraviolets. On sait que les rayons ultraviolets sont des rayons qui peuvent causer des cancers de peau, des problèmes de vue, et ils vont être absorbés par la couche d'ozone. La couche d'ozone qui a déjà été en très mauvais état, mais qui commence tranquillement à se régénérer parce que l'être humain a retiré du marché plusieurs produits comme les CFC dans les aérosols, on fait plus attention au fréon qui est récupéré dans les frigos, les air climatisés et ainsi de suite. Donc, on a retiré beaucoup de produits qui détruisaient la couche d'ozone. On a ensuite la mésosphère. La mésosphère, ce qu'on va retenir de cette couche-là, c'est que c'est là qu'on voit les étoiles filantes, les météorites, parce que quand il y a des corps célestes qui rentrent à pleine vitesse dans l'atmosphère, c'est là qu'il y a assez d'air pour que le frottement les allume. Alors, c'est là qu'on voit les étoiles filantes. Et finalement, la thermosphère, ce qu'on va retenir, thermo veut dire qu'il fait très chaud, bien entendu, et c'est là que se passent les aurores boréales. Donc, ça, c'est pour l'atmosphère. Faut se rappeler que l'atmosphère joue plusieurs rôles autour de la Terre. Le premier, c'est que grâce à la couche d'ozone, elle nous permet de respirer. De respirer? Non, pas du tout. Grâce à la couche d'ozone, elle nous protège des rayons ultraviolets. Je m'excuse. Deuxièmement, grâce au gaz à effet de serre, elle permet à ce que la Terre ait une température normale, une température où la vie est possible, une moyenne de 15 degrés, très, très important. Si on n'avait pas cet effet de serre-là, on aurait des journées excessivement chaudes, des jours très, très froids et la vie ne serait pas possible. Dans l'atmosphère, on a aussi l'oxygène qui permet aux vivants de respirer. Et finalement, dans l'atmosphère, on a le CO2 qui est super important parce que c'est lui qui permet aux plantes de faire la photosynthèse. Donc, ça, c'est les rôles principaux. On garde en tête qu'on a l'air que l'on respire. Vous devez connaître les proportions des gaz. Donc, on se rappelle, le gaz en plus grande quantité, qui est le solvant de l'air, c'est le diazote, N2, qui est à 78%. Le soluté principal, donc, c'est le dioxygène à 21% et il y a 1% qui est formé de d'autres gaz, incluant le gaz carbonique. Okay? Donc, ça, c'est important à connaître. On passe maintenant à l'hydrosphère. Okay? Donc, je fais l'hydrosphère, puis je vais probablement arrêter pour le premier vidéo. Je vais devoir en faire deux pour cette section-là. Donc, l'hydrosphère, vous devez premièrement bien comprendre que sur la Terre, on a et de l'eau douce et de l'eau salée. On ne parle pas ici d'eau potable, mais bien d'eau douce. L'eau salée est en très grande quantité. On l'a avec 97,5% et l'eau douce est à 2,5%. Pourtant, on dit toujours, fais attention, gaspille pas l'eau, gaspille pas l'eau. Pourtant, de l'eau, il y en a plein sur la Terre. C'est plein, 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 plein d'eau partout sur la Terre.
Quand on dit ça, c'est ne gaspille pas l'eau douce. C'est l'eau douce qui est rare à 2,5 %. Et non seulement l'eau douce est rare, mais en plus, une très grande majorité de cette eau douce-là n'est pas accessible parce qu'elle est prise dans des glaciers ou elle est à des endroits inaccessibles. Donc, majoritairement dans les glaciers. Alors, il faut faire attention de ne pas gaspiller cette eau douce-là. Donc, ça, c'est les points les plus importants. Ensuite, vous devez bien connaître votre cycle de l'eau. Donc, je vous rappelle qu'on a de l'eau dans les océans, les lacs, les rivières qui va s'évaporer, monter au ciel par évaporation. On a aussi la vapeur d'eau qui est dégagée des vivants par la respiration, beaucoup par les plantes la nuit, beaucoup d'eau de dégagée par la transpiration. Donc ça monte dans le ciel. Quand la vapeur d'eau monte, la température refroidit, donc elle va condenser. Il va y avoir condensation, ça va former les nuages. Éventuellement, le contenu des nuages va retomber sous forme de précipitation. Quand l'eau atteint le sol, il y a deux possibilités. Ou bien elle reste à la surface du sol et il va y avoir ruissellement. Elle va couler vers les océans en passant, par exemple, d'un petit ruisseau, un grand ruisseau, une rivière, blablabla. Ou elle va pénétrer le sol et il va y avoir infiltration. Et encore là, elle va quand même se diriger vers les océans et ça va recommencer. Donc ça, c'est le cycle de l'eau. Donc, ça, c'est pas mal complet. J'ai oublié de parler de l'effet de serre, par contre. Je vais juste parler de l'effet de serre. L'effet de serre naturel. Donc, l'effet de serre naturel, c'est le fait qu'une bonne partie des rayons du soleil sont bloqués, ne rentrent pas, n'atteignent pas la Terre. La partie qui atteint la Terre va se transformer en chaleur lorsqu'ils vont être absorbés. Cette chaleur-là va avoir tendance à vouloir remonter, mais va être bloquée en partie par les gaz à effet de serre. Et c'est ça, comme on a dit tantôt, qui permet la vie. Par contre, lorsqu'on tombe dans de l'effet de serre additionnel, c'est que l'être humain, par la pollution, a produit trop de CO2, trop de méthane, et là, il y a comme un trop gros filet qui retient la chaleur. Il n'y en a pas assez qui sort. Alors là, on a une accumulation de chaleur, ce qui va faire que la température augmente, la température des océans augmente, les glaciers vont fondre plus vite, le niveau des océans va augmenter. Et comme tous les climats sont déterminés par les masses d'air qui passent par-dessus les océans, et là, la température change, bien, ça implique plein de changements climatiques. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est bien entendu essayer de diminuer la pollution, planter des arbres, utiliser de l'énergie propre, utiliser le transport en commun et ainsi de suite. J'arrête là, je continue pour un deuxième vidéo Terre et Espace.